tous, ravi de vous retrouver sur Monaco Info. Voici les titres de votre journal. En ouverture de cette édition, nous vous dévoilerons le programme de la nouvelle saison culturelle en Principauté. Nous parlerons des 10 ans de la Fondation Prince Albert II avec Bernard Fautrier. Nous découvrirons Métropolis, proposé par les Archives audiovisuelles de Monaco en collaboration avec l'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo. Nous ouvrirons un volet sport avec le premier tournoi international de football corporate et les finales du Challenge Interentreprises de tennis de Monaco. Et en fin de journal, vous pourrez découvrir, comme chaque soir de cette semaine, une émission spéciale dédiée au 56e Festival de télévision de Monte-Carlo. Mais avant de développer ces titres, une dépêche officielle de Son Altesse Sérénissime, le Prince Albert II. Le souverain a souhaité saluer la mémoire des victimes de l'attentat survenu dans la nuit de samedi à dimanche à Orlando, aux États-Unis. La Principauté adresse ses plus profondes condoléances au président des États-Unis d'Amérique, Barack Obama. Concerts, débats, expositions, spectacles, la saison culturelle s'annonce riche en Principauté. La direction des affaires culturelles vient de présenter sa programmation à l'Auditorium Régnier 3. Un reportage de Christina Thomel. À l'écoute de la création, la direction des affaires culturelles propose cette année encore une saison éclectique où l'art, le théâtre et la musique se mêlent et donnent vie à de grandes performances. Une programmation assez remarquable, je crois. D'une part avec un festival d'orgue. Il n'y en a pas beaucoup, il n'y en a pas dans de nombreuses villes. C'est très intéressant de pouvoir découvrir les merveilles que l'on a produit et conçues pour cet instrument, avec en plus l'orgue de la cathédrale qui est absolument magique. Et puis une saison de théâtre au théâtre du Fort-Antoine, là également lieu un petit peu magique, surtout les soirs d'été. Donc cette fonction de programmateur que remplit la direction des affaires culturelles que dirige Jean-Charles Curaud est quelque chose, je crois, qu'il faut souligner. C'est toujours des programmations de grande qualité, où le public d'ailleurs, je crois, a bien compris et répond présent, puisqu'on refuse du monde au Fort-Antoine et également les concerts d'orgue sont bien suivis par un public peut-être un peu plus de connaisseurs. L'une des missions de la direction des affaires culturelles, dans le cadre de la politique culturelle de la Principauté, c'est d'amener un petit peu la culture et de permettre à tout le monde de découvrir des éléments de grande qualité, mais sans une question, je dirais, purement monétaire. Et donc ce sont des spectacles gratuits ou à très bas prix quand ils sont payants. Et tout le monde peut aller au Fort-Antoine, tout le monde peut aller assister au concert d'orgue. Et j'invite vraiment tout le monde peut-être de franchir l'a priori qu'ils peuvent avoir sur « Ah, c'est un art que je ne connais pas, c'est une musique que je ne sais pas trop ». Je crois qu'il faut franchir le pas, se laisser porter par la découverte, des conditions assez exceptionnelles pour justement découvrir ces arts particuliers. Et le spectacle vivant, c'est toujours quelque chose de sensible. Et là, la Principauté, au travers de l'action de la direction culturelle, permet à chacun de découvrir des petits bijoux. Site d'échanges et de rencontres pour sa 46e édition, le Théâtre du Fort-Antoine accueille 6 compagnies de théâtre sur le thème « L'homme en quête ». Cet été, comme d'habitude, nous vous donnons rendez-vous le lundi soir à 21h30 pour 6 pièces dans l'été. Excepté une à 21h, parce qu'il s'agira d'un spectacle qui parlera de poudre, de feux d'artifice. Donc nous plaçons le théâtre à 21h pour qu'ensuite il soit suivi d'un tir de feu d'artifice. Donc ce sera vraiment une très très belle soirée. Pour les autres pièces, ce sera une programmation assez éclectique, mais qui sera centrée comme d'habitude sur l'homme, sur sa quête, sur une réflexion de son avenir, de ses rapports avec les autres. Et ce seront donc 5 pièces fort intéressantes, différentes, mais très profondes. Lieu de convivialité et de complicité avec le public, le Théâtre du Fort-Antoine joue tous les étés à guichet fermé, un théâtre vivant, toujours très apprécié par les spectateurs. Dans le cadre du Fort-Antoine, il y a d'une part les troupes qui sont fort intéressées à venir jouer dans ce lieu. Et puis après aussi, il y a la convivialité pour le public. On s'y retrouve. Il y a à peu près
toujours les mêmes personnes. Voilà, c'est une manifestation qui est attendue. Elle est de plus en plus conviviale puisque maintenant nous avons aussi le phare du bord, donc il est possible d'une part de grignoter auparavant, mais aussi de venir plus tôt et d'échanger avec les artistes. Donc tout ça crée une osmose qui a bien pris et qui permet de partager pendant l'été, puisqu'on a chaud, on a moins envie de dormir, donc du coup on partage de la culture et ça c'est vraiment une chose très positive. Le 11e Festival international d'orgue de Monaco proposera quant à lui aussi une programmation riche et variée avec de nombreuses découvertes musicales, mais aussi avec des œuvres emblématiques issues des grands répertoires. Un festival qui s'ouvrira cette année le 26 juin avec un concert donné en hommage à l'organiste titulaire de la cathédrale de Monaco, René Saorgin, décédé au mois de décembre dernier. Un récital qui présentera les œuvres musicales préférées de cet artiste hors du commun et très apprécié en principauté. Et en parallèle, à l'occasion du Forum des artistes de Monaco, présenté également à l'auditorium Régnier 3, l'éléphant Woody a reçu le prix du public. Il s'agit d'une œuvre signée Diane D'Amico. Je vous propose de l'écouter. C'est un éléphant qui s'appelle Woody, qui est en bronze, que j'ai travaillé d'une façon tout à fait expressive. En fait, il danse aussi parce qu'il est heureux. Moi, je travaille la terre au départ. Je la martèle, je la fais cuire, je la patine, après on fait le bronze. Bon, j'ai une prédilection pour les éléphants, les animaux sauvages en général aussi, mais j'ai fait pas mal d'éléphants. Voilà, celui-là, j'aime bien qu'il s'amuse. Moi, tous mes animaux, soit ils dansent, soit ils sifflent. J'ai un ours qui siffle, qui est très grand. J'ai un lion qui sourit. On vit des choses assez difficiles dans notre vie. J'ai envie de partager avec les gens du bonheur, de rester un peu dans le monde imaginaire. Et puis moi, je trouve que les animaux sont beaucoup moins sauvages que les humains, même les plus sauvages, et qu'on ne leur donne pas trop le droit de s'exprimer. Donc je les laisse s'exprimer comme ça, et il faut voir... Ils font des choses entre eux que parfois l'humain ne fait pas. Donc voilà, moi c'est ma démarche. Je veux vraiment qu'à travers ça, on puisse se prendre un modèle et se dire ça serait pas mal si on faisait comme les animaux. Voilà. La Fondation Prince Albert II de Monaco célébrera le 30 juin prochain son 10e anniversaire. En préambule de cette journée de commémoration, le vice-président de la FPA2, Bernard Fautrier, était l'invité du Monaco Press Club. Je vous propose de l'écouter. Il est au micro de Patricia Navarro. C'est une étape importante. Lorsque l'on regarde derrière soi et à partir du moment où c'est une institution qui a été créée ex nihilo, on voit, je dirais, l'importance des étapes franchies et du travail fait. Je pense que, mais ça n'est qu'une étape, effectivement. La problématique environnementale est une problématique constante. C'est un peu la grande problématique de ce siècle. Donc il y a de toute manière encore beaucoup de pain sur la planche. Et à partir du 1er juillet, on ouvrira une deuxième décennie, mais sans beaucoup changer au genre d'action que l'on fait. On est très engagé, tout particulièrement cette année, dans le domaine de la protection des océans, et on a un certain nombre d'actions très fortes. Cette semaine, pour ne prendre qu'un exemple, nous aurons l'Assemblée générale du Fonds fiduciaire pour la Méditerranée qui a été créé à l'initiative du Prince avec la Fondation et le gouvernement, et auquel maintenant se joignent un certain nombre d'États étrangers et d'institutions internationales. C'est un exemple de ce qui se fait, de ce que la Fondation peut initier, encore une fois, dans le domaine maritime, mais on ne peut ne pas être en reste et parler de beaucoup de choses aussi que l'on fait sur Terre. Quels sont les plus beaux succès engrangés au cours des dernières années? Alors j'ai en tête notamment la campagne sur le thon rouge, mais il y en a eu bien d'autres. Bien sûr, sur 370 projets qui sont tous, je dirais, à des titres divers intéressants, c'est difficile de faire une sélection. Le thon rouge a sûrement été effectivement une étape importante parce que ça a tout à la fois été, je dirais, un projet environnemental précis qui a été mené avec le WWF pour avoir une meilleure
connaissance de ce qu'était la situation réelle, mais aussi ça a été un bel exemple de campagne de sensibilisation qui a abouti au résultat que l'on sait, c'est-à-dire à la prise en compte, je dirais, par les institutions qui réglementent la pêche au niveau régional, la prise en compte enfin de ce que disaient les scientifiques et avec comme conséquence heureuse une stabilisation des stocks et donc on peut dire aujourd'hui un espoir raisonnable de voir ces populations sauvegardées. Et dans le reste de l'actualité monégasque, l'avion Solar Impulse 2 a terminé sa traversée des États-Unis avec un passage remarqué au-dessus de l'île de Manhattan et de la Statue de la Liberté à New York. L'appareil s'est posé à l'aéroport John Kennedy de New York sans encombre après un trajet de plus de 4 heures en provenance de Pennsylvanie. Le pilote s'est montré très ému après le survol du monument new-yorkais. Vous le voyez sur ces images. Retour en principauté, ce samedi était placé sous le signe de la Journée mondiale du bien-être. L'occasion pour le Stars & Bars de proposer des conseils à sa clientèle tout au long de la journée. Jérémy Ballester vous en dit plus. Yoga, pilates, thérapie du rire. Le Stars & Bars proposait différents ateliers ce samedi. Présente pour la première fois à Monaco, la Journée mondiale du bien-être a connu un grand succès. Tout au long de la journée, des ateliers étaient proposés pour nous apprendre des techniques qui aident à se sentir bien. Mon initiative, c'est de stimuler tout le monde, de proposer des événements gratuits et sympathiques. Alors ici au Stars & Bars, le dernier étage, il y a des cours de pilates, un atelier qui explique ce que c'est le pilates, pourquoi c'est bien pour vous, un cours de rire, de rigolade, qui fait bien parce que ça déclenche la dopamine dans le corps, c'est bien. Donc méditation, mais les conseils sur la nutrition. Et donc tout autour de ces idées, il y aura les gens qui sont là pour vous consulter et aussi proposer des ateliers. Pour sensibiliser un maximum de personnes, Nicolas Kahn a placé la Journée mondiale du bien-être sous un slogan « Je dis oui ». Ça veut dire que vous êtes partante de la vie, de la communauté, de vous-même, de vos proches. Je dis oui de la santé, je dis oui à moi-même, je dis oui à mon avenir, je dis oui de protéger la planète. C'est le bien-être dans toutes ses formes. Je dis oui. Au moins pour une journée de l'année, on va penser, on va le faire. Ça peut être le déclencheur qu'ensuite, le monsieur, madame, les jeunes vont prendre des cours de physique plus souvent. Le Stars & Bars s'est donc associé à Nicolas Kahn pour cette journée mondiale du bien-être. Le restaurant souhaite d'ailleurs pérenniser cet événement. C'est en fait quelque chose que je vais faire sur le long terme et ça c'était une parfaite opportunité de commencer avec cette journée mondiale parce que je fais un éco-hub du Stars & Bars, je suis en train de faire un éco-hub, alors ça va vraiment dans le sens, alors je suis vraiment passionnée et c'est un bon début pour montrer exactement ce qu'on veut faire. C'est d'utiliser le Star Deck qu'on avait surtout pour boîte de nuit depuis le départ, mais je voudrais l'utiliser beaucoup pour justement mettre en avant tout ce qui est développement durable, développement personnel et développement de santé et nutrition. Voilà, c'est un endroit, un genre de community hub. Centre d'information où je peux vraiment l'utiliser pour mettre tout ça en avant. Des journées consacrées aux enfants ou aux grands-parents devraient bientôt avoir lieu. L'objectif du Stars & Bars, faire un Monacologie à l'année. Après le bien-être, place à la musique. L'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo, avec le concours des archives audiovisuelles de Monaco, organisait son traditionnel ciné-concert. José Sacré vous dévoile le choix de cette nouvelle édition. Un chef-d'œuvre de l'histoire du cinéma, l'un des films les plus étonnants du cinéma expressionniste allemand, Metropolis de Fritz Lang, un film de 1927, était à l'affiche ce samedi 11 juin du ciné-concert organisé Salle Garnier par les Archives audiovisuelles de Monaco avec l'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo sous la direction de Gioele Mugliado. Donnée à l'occasion du 40e anniversaire de la mort de Fritz Lang, cette présentation de Metropolis à Monaco était un événement exceptionnel à la fois pour les cinéphiles et pour les mélomanes.
C'était sans doute le budget le plus pharaonique de l'histoire du cinéma allemand. Et pourtant, à l'époque, le studio, la UFA, connaissait des difficultés financières, ce qui a conduit des studios américains à venir à la rescousse de ces studios UFA pour préacheter le film pour le territoire américain. Et on sait que les Américains, derrière, ont remodelé le film à leur sauce en coupant des personnages à l'image, en leur donnant des noms américains, en supprimant certaines scènes, au détriment de la cohérence de ce film. Donc pendant longtemps, on a vu des versions tronquées dont l'histoire était même difficile à appréhender. L'intérêt évidemment de ce film, c'est qu'il a une musique qui a été composée pour la sortie de ce film, une musique originale. Oui, une musique originale de Gottfried Huppertz qui a été jouée très peu de fois, puisqu'évidemment, cette partition collée aux images, dès lors qu'on a enlevé des images, la musique ne tient plus debout. Et donc pendant longtemps, le film était exploité, soit évidemment muet, mais sans son, sans accompagnement musical, ou bien sur des musiques qui ont été créées et inventées au fil des années et des différentes ressorties, mais jamais l'œuvre originale. C'est une musique symphonique qui joue quasiment tout le film. C'était pour l'époque une des recommandations du studio, de même qu'ils avaient mis des moyens colossaux pour construire des décors, ils voulaient en mettre plein la vue mais aussi plein les oreilles, donc il fallait une musique permanente qui accompagne les différents climats du film. Donc ce soir ça sera un orchestre en fosse et sur scène pour accompagner ce film monstre. Et ça a été beaucoup de répétitions puisque donc le film fait un peu plus de 2h30, donc c'est une longue séance avec un entracte. Et comme je le disais, les musiciens jouent quasiment en permanence, donc ça demande une concentration énorme pendant le spectacle. Les archives audiovisuelles de Monaco vous donnent rendez-vous mercredi 22 juin pour la 19e édition de Monaco en film. Il s'agira d'une ciné-conférence intitulée « L'invention de Monte-Carlo » présentée par Thomas Fouilleron et Vincent Vatrican avec de nombreux documents rares, photos et films restaurés pour la première fois présentés en public. À ne pas rater mercredi 22 juin, attention, à 18h, à la salle Garnier, « L'invention de Monte-Carlo » en présence du prince souverain. Et toujours dans le domaine culturel, sachez qu'un spectacle musical et chorégraphique sera organisé à l'initiative du professeur Saoudi ce samedi. Un événement composé de tableaux scéniques issus de grandes comédies musicales au profit de la Croix-Rouge monégasque en faveur des réfugiés. Ouvrons un volet sport à présent. Ce week-end se déroulait le premier tournoi international de football corporate de Monaco. Au stade de Cap-d'Aille et de Roquebrune, différentes nations s'affrontaient. Un reportage de Jérémy Ballester. Le stade de Cap-d'Aille était en ébullition. Autour de 8 équipes représentant 7 pays, le Challenge Régnier 3 organisait ce week-end son premier tournoi international corporate. À l'origine de l'événement, un désistement. Nous avons créé une sélection du Challenge Prince Régnier 3 il y a une dizaine d'années. Notre objectif était de participer à une compétition chaque année en fin de saison. Donc on participait alternativement une année sur deux à un tournoi national à Angers, tournoi des sélections corporatives françaises, et l'autre année le championnat d'Europe d'une fédération européenne de sport d'entreprise. Ce championnat d'Europe est tombé à l'eau et on se retrouvait avec aucune organisation, aucune compétition cette année. Donc on s'est dit, on a organisé en 2012, on va organiser un tournoi international en apportant une touche extra-européenne en invitant la Tunisie. Donc on se retrouve avec 8 équipes, dont une de Tunisie. Voilà, on a décidé ça à l'automne. Italie, Hongrie, Tunisie, Portugal, Suisse et France accompagnaient 2 équipes monégasques sur la pelouse. Dans l'idéal, ces mêmes nations se retrouveront dans 2 ans. Nous souhaiterions pérenniser ce tournoi tous les 2 ans ici en Principauté, parce qu'au moins nous sommes sûrs de maîtriser une organisation, nous sommes sûrs de jouer, parce qu'aujourd'hui le sport, le football d'entreprise n'est pas très fédéré, et donc c'est la bouteille à l'encre quand on cherche des adversaires, des tournois, quelque chose à faire. Donc au moins on aurait un événement tous les 2 ans auquel on peut participer dans de bonnes conditions, et ça ne nous déplaît pas d'organiser, d'apporter notre petite touche au développement du sport en Principauté. Ce tournoi amateur a une grande importance pour la Principauté. Rassembler et solidarité sont les maîtres mots. Je dirais que l'importance première est pour le prince Albert II, qui est très attaché à ce que ce tournoi se poursuive dans les meilleures conditions. Et il m'a d'ailleurs demandé de venir remettre sa coupe.
au vainqueur et je le fais toujours très volontiers. Donc c'est en fait un tournoi qui touche à différents espaces de Monaco, à différentes couches sociales, à différentes entreprises et ça permet au fond, et c'est je crois ça l'importance, de rapprocher beaucoup de sportifs qui n'ont pas l'habitude de se rencontrer et qui peuvent entretenir ensuite des liens, un dialogue et augmenter leur performance puisqu'ils savent qu'en fin de compte, il y a un tournoi qui va les sacraliser. Après 2 jours de compétition et 18 matchs, la sélection monégasque s'est imposée 1-0 face à l'Italie, remportant la première édition de ce tournoi international corporate. Foot toujours, l'équipe féminine de l'AS Monaco accède à la division d'honneur. Elles ont remporté leur match de barrage ce dimanche, mais il va falloir trouver un financement pour la saison prochaine. Le club a lancé un financement participatif. Je vous propose d'écouter justement à ce sujet Vanessa Tomaseski au micro d'Émilie Rousseau. Il faut savoir qu'il y a à peu près 7 mois, on a mis en place une page Facebook et un compte Twitter qui sont très suivis par les supporters monégasques. Donc on a déjà plus de 500 personnes sur Twitter qui nous suivent et 2000 personnes sur Facebook. Et donc on s'est dit qu'on pouvait profiter de cet engouement auprès des supporters monégasques pour justement rassembler cette communauté autour de notre projet sportif. Donc l'idée c'est de pouvoir toucher un maximum de personnes et faire en sorte que les fans de l'AS Monaco puissent nous aider en participant pour développer le club. Donc en fait il va y avoir 3 phases. Donc la première phase c'est une phase de couveuse où on va mettre en place cette campagne de crowdfunding. On va passer par la plateforme Fosbury qui est une plateforme de crowdfunding sportif. Donc on va d'abord communiquer auprès de notre entourage proche. Donc ça c'est la première phase de couveuse. Et ensuite dans la seconde phase on va balancer auprès de tous nos canaux de communication la campagne. Donc c'est là que les supporters monégasques vont intervenir et tous les supporters qui nous suivent pour diffuser, partager la campagne et pour donner quelque chose pour nous aider à développer le club. Et refermons cette page sport avec du tennis. Les finales du Challenge Inter-Entreprises de tennis de Monaco se déroulaient ce samedi au Monte Carlo Country Club. Alors, qui sont les grands vainqueurs de cette édition 2016? Élément de réponse avec Frédéric Elion. Après plusieurs mois de compétition sur les terrains en dur du tennis Soleil au Devins, changement de surface samedi pour les finales du Challenge Inter-Entreprises de tennis de Monaco, la terre battue mythique du Monte Carlo Country Club, celle où Rafael Nadal a triomphé 9 fois. 2 simples et 2 doubles par confrontation, un set de 9 jeux avec tie-break à 8 partout. Voilà pour le format de la compétition. Cette année aura été celle du Palais Princier avec un doublé en challenge mixte et vétéran. Cette année, en fait, voilà, le Palais Princier est sur le point cette année de faire en fait un doublé, donc ce qui prendrait un petit peu la relève en fait, de la fonction publique, qui cette année ne va rien gagner. Donc c'est un gros changement et on est content qu'il y ait un peu de changement, quand même, que tout le monde prenne un peu le gâteau. Cette année, donc, on est passé de 20 équipes l'année dernière en tennis et 9 en paddle à 41 cette année. Donc pour nous, c'est une super réussite. On limite les inscriptions. Par contre, on est très content de la fidélité des gens, des personnes, des équipes et surtout de l'ambiance qui règne autour des matchs. Nous, l'important, c'est vraiment l'ambiance qui est autour des rencontres. Et rien que pour ça, aujourd'hui, pour finir ici, dans ce cadre prestigieux, avec un soleil comme ça et des cours centraux où nos jeunes apprentis puissent fouler les terrains de Nadal et Federer, pour nous, c'est une grande réussite. Habitué des finales, Special Olympics a remporté le Challenge Pro, la Sûreté Publique s'adjuge le Challenge Elite. La remise des prix a aussi récompensé l'IM2S, vainqueur du 2e Challenge Padel, samedi matin au Tennis Soleil. Voici à présent les prévisions météo pour ces prochains jours. Découvrez la météo avec Eclectic, Galerie, Interior Design, Art and Gifts. Mardi, des nuages au programme avec des températures qui iront de 11 à 19 degrés. Mercredi, un ciel inchangé et un mercure pratiquement identique à la veille. Jeudi, un temps pluvieux avec un thermomètre allant de 13 à 20 degrés. Et enfin vendredi, retour du soleil avec une maximale de 22 degrés. Vous avez découvert la météo avec Eclectic, Galerie, Interior Design, Art and Gifts.
C'est la fin de cette édition, merci de l'avoir suivi. À présent, retrouvez comme chaque soir de cette semaine une émission spéciale dédiée au 56e Festival de télévision de Monte-Carlo, présentée par Christine Datomel et Sandrine Nègre. Très bonne semaine à tous sur Monaco Info.